Bonsoir à toutes et à toutes, merci de nous avoir rejoints. Bienvenue dans Libre Ensemble. Ce soir, on aborde la situation au Congo. Et oui, 12 ans après, les revoilà de retour à Goma. L'actualité, on le sait, voit le retour des combattants du mouvement du 23 mars, le M23. Depuis le lundi 27 janvier, ils sont entrés dans la capitale régionale du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique au Congo. Ce groupe armé s'était réveillé il y a 3 ans, après une décennie de sommeil. Depuis, avec l'aide, dit-on, de son parrain rwandais, il n'a cessé de gagner du terrain militairement. On va voir où ils en sont aujourd'hui, ce qu'ils contrôlent exactement. D'aucuns disent plus de 10 000 km² dans le Kivu et à la frontière rwandaise et ougandaise. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Je suis ravie de recevoir 2 spécialistes ce soir pour faire le point. Nous avons tout d'abord Madi Tiembe. Bonsoir Madi. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Voilà, Madi, on vous connaît bien, mais on va quand même redire qui vous êtes. Vous êtes très active pour ce combat, puisque vous êtes présidente de l'association Action des femmes pour le développement, AFED. Tout à fait. Qui scolarise plus de soixantaine d'enfants au Kivu. Une idée qui s'est créée, mais vous allez nous le rappeler, cette association par la révolte éprouvée devant les témoignages et les images des violences faites aux femmes, aux filles, aux petites filles de l'Est de la République démocratique du Congo durant les guerres et les conflits. Et puis nous avons également François Reckmans. Bonsoir François. Bonsoir. François Reckmans, grand spécialiste, journaliste et donc grand spécialiste de l'Afrique, on pourrait le dire, pas que du Congo. Vous avez travaillé à l'information radio à la RTBF de nombreuses années. Vous êtes journaliste un peu sur tous les terrains. Vous avez couvert les événements du Zaïre-Congo, du Rwanda, du Burundi en reportage comme envoyé spécial. Vous connaissez très bien le Congo parce que vous y avez passé aussi votre enfance. On le sait parfois un peu moins, votre papa travaillait là, ainsi que votre grand-père qui était gouverneur du Rwanda, Urundi. On disait à l'époque Rwanda, Urundi. Voilà, journaliste professionnel, vous êtes aussi formateur, auteur et conférencier sur l'Afrique centrale. Vous avez d'ailleurs édité beaucoup de livres sur le sujet. Je vais peut-être commencer avec François, tout d'abord pour redire pourquoi ce groupe M23 s'est réveillé à 3 ans et on l'a un peu, on entend parler d'eux épisodiquement, mais là, cette fois-ci, de manière plus intense. Alors pour ceux qui ignoraient où ils en sont aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on en parle depuis le 27 janvier ? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à prendre, entre guillemets, de symbolique et de territorial ? Le terrain occupé par le M23 et par l'armée rwandaise, parce que vous avez dit-on, et le rapport du groupe des experts de l'ONU est extrêmement clair, le M23, qui est un mouvement congolais, composé au départ de Tutsis congolais, mais soutenu puissamment, militairement et politiquement par l'armée rwandaise et par le pouvoir à Kigali. Le M23 contrôle maintenant un territoire, on pourrait presque le comparer, je pense, à 2/3 de la Belgique. Et s'est étendu de plus en plus vite dans le Nord Kivu, et maintenant est en train de commencer une offensive vers le sud, donc vers le sud Kivu. Ils ont pénétré au sud Kivu après avoir pris Goma. Pourquoi cette résurgence ? Certainement parce qu'au départ, il y avait des promesses politiques de négociation avec les groupes armés. Ces promesses ont été rompues par le président Tshisekedi et ça n'a jamais abouti. Et donc c'est une tactique bien connue, ça s'appelle fight and talk. Je combats et je discute. Tant que je peux obtenir les choses par la négociation, on avance sur le terrain de la négociation. Quand la négociation se bloque, et c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans et demi, comme vous avez dit, au moment où le M23 a connu sa recrudescence militaire, quand la négociation est bloquée, eh bien on commence à attaquer, et petit à petit, donc le M23 s'est étendu à l'intérieur du Nord Kivu, et tout récemment, donc depuis les derniers mois, là, il a utiliser une technique qu'on appelle la stratégie de la tache d'huile. Dès que l'armée congolaise ou les casques bleus arrêtaient quelque part une offensive, eh bien la tache d'huile, elle déborde sur les côtés et elle envahit lentement un territoire de plus en plus grand. Et donc ils ont réussi à isoler Goma de toutes les voies de sortie, sauf la frontière rwandaise et le lac. Et puis à un moment, la ville est tombée comme un fruit mûr, avec l'appui de l'armée rwandaise. Aussi, de manière plus significative encore,
le jour de l'offensive, parce que semble-t-il, les troupes d'élite rwandaises ont pénétré depuis la frontière, mais sont aussi arrivées par le nord de Goma, alors que le 23 était surtout à l'ouest de la ville, le long du lac. Voilà, et donc c'est aussi à cause des difficultés dans les négociations politiques par rapport à tous ces groupes armés que le M23 a décidé d'attaquer, puissamment soutenu par le Rwanda. Et évidemment, ce que le M23 a réussi à faire très très vite pendant l'automne et le début de l'hiver maintenant, c'est prendre une zone de mines, de ressources minières importantes, dont le coltan, mais aussi l'or. On en parle moins, mais il y a aussi l'or. Et on sait par exemple que le M23 contrôle des mines qui produisent 800 000 $ par mois. 800 000 $ par mois, ça veut dire 1 milliard par an. Et le budget de l'État congolais est à 15 milliards par an. Donc vous imaginez les intérêts économiques. Mais il y a aussi, il ne faut pas résumer ce conflit à des problèmes économiques. C'est aussi un problème politique, de mauvaise gestion des relations avec les groupes armés. Et aussi, il faut le dire, le président Tshisekedi avait fait des promesses au Rwanda pour l'ouverture d'un espace économique. Et puis ces promesses ne se sont pas concrétisées. Il a fait les mêmes promesses avec l'Ouganda. Elles ne se sont pas concrétisées. Donc il a créé une coalition contre lui. Okay. On va revenir avec vous, François, sur les responsabilités, comme vous le dites, du Rwanda, mais évidemment du Congo, de Tshisekedi, et puis de l'Europe, ou de l'international qui profite, comme vous le dites, de toute cette richesse qui est au sous-sol du Congo. Mais avant cela, Madi, où en est la situation pour votre association qui est au Kivu et qui donc s'occupe des femmes, des enfants là-bas. Vous êtes président de l'Action des femmes pour le développement. Quelles sont les dernières nouvelles ? Les dernières nouvelles sont, je dirais, mitigées. Donc on a un public, on scolarise une soixantaine d'enfants. Et sur la soixantaine d'enfants, on a à peine des nouvelles d'une trentaine. Donc ça veut dire que c'est très grave pour nous. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, parce que nous avons des ados, plus d'une trentaine d'ados. Et comme vient de le rappeler François, il y a aussi le fait qu'il y a des supplétifs de l'armée congolaise qui ont été enrôlés de force pour certains, ou d'autres qui y vont spontanément. Donc nous avons peur que nos ados payent le prix, en tout cas, de la situation qui se déroule maintenant. Les mamans, c'est catastrophique, parce que quelques-unes, c'est tout de même des femmes qui viennent de l'arrière-pays, donc des agricultrices qui n'ont pas forcément des grands moyens, donc elles n'ont pas des téléphones Android en fait. Donc ça fait que nous envoyons de l'argent vers les mamans points focaux, mais les mamans points focaux, avec la situation, elles ne savent pas se rendre vers les autres pour savoir si ça va ou pas, parce que je tiens quand même à rappeler que mercredi, notamment mercredi 22, où il y a vraiment eu la recrudescence des bombardements dans les camps, parce qu'il faut rappeler que nos mamans, pour certaines, on les sort des camps de déplacés, mais d'autres, on n'a pas pu encore les sortir. Donc ça veut dire qu'on entendait à travers le téléphone les bombardements, les crépitements. On leur demandait de se mettre à plat ventre. Et donc c'est à ce moment-là que la communication, depuis le 22 janvier, s'est arrêtée pour une partie de la ville. Et puis ensuite, du côté nord de la ville, où le dimanche 26, nous étions en ligne, parce que nous avons créé un groupe, en fait, pour continuer à communiquer. Et c'est à ce moment-là qu'on entendait les crépitements. En fait, c'était pas des crépitements. Je vous dis, Catherine, c'était impressionnant. Vous entendez boum, boum. Donc, c'était vraiment... Ah oui, je vous dis, avec le téléphone, en fait... C'est choquant. Pour qu'on comprenne bien, les femmes dont vous vous occupez, que vous aidez, elles sont sur quel territoire, quelle région, quel village ? Est-ce que c'est étendu ? Est-ce que d'où elles viennent en fait, parce que là où elles sont pour le moment, grâce à votre aide. Je ne saurais pas où elles sont maintenant pour le moment. Elles étaient il y a quelques mais là mois, où elles étaient il y a quelques jours. Donc il y a des femmes qui sont dans le nord de la ville, dans le territoire de Nirangongo, Kieru, qui est une localité du Nirangongo, et Kanyarushinya, où il y a un des plus grands camps dans le nord de la ville. Et puis ensuite, dans le sud-ouest, vous avez tout le quartier Mugunga. Ce sont essentiellement des déplacés qui viennent du Masisi. Et donc, ça se fait que ces personnes-là, à Mugunga, il y a toute une série de camps et qui sont vraiment à côté de la ville du Sud Kivu qui s'appelle Minova. Donc, voilà. Donc, lorsque Minova est tombée, on a vu arriver un flot de personnes, mais accompagnées de bombardements. C'est pour ça que le mercredi, il y avait donc un flot de personnes et des bombardements, et c'est comme ça que très vite, il y avait déjà des corps déchiquetés. Et pour rappel, ces camps-là, ils sont constitués de ces gens-là depuis combien de temps ? Tout à fait. Je dirais,
les femmes, comme vous savez, nous scolarisons les enfants qui sont anciennement déplacés, sortis des groupes armés, malheureusement j'en ai aussi, quelques-uns qui sont nés suite au viol. Je m'en occupe depuis 2014. C'est ça qui est triste à dire, parce qu'en 2014, il y avait encore des camps, et j'y suis allée. On a pu sélectionner ces enfants dont je parle maintenant et ces mamans. Eux, ils ont fui lors de la première entrée non, pas la première, une des entrées du M23 dans la ville de Goma en 2012, en novembre. Donc ça fait exactement 10 ans. Donc pendant 10 ans, le M23 est... Voilà. Sommeillé. Donc vous avez pu agir, vous avez monté des écoles, donné des cours, tout semblait... Je pourrais être précis, on n'a pas monté des écoles, on soutient plutôt l'initiative locale, parce qu'il y a des opérateurs qui ont créé des écoles dans les camps, et donc ça fait que nous, on met nos enfants dans des écoles qui existent déjà, et c'est dans ces écoles-là, malheureusement, qu'il y a des bombes et les camps qui les entourent, voilà. François Reckmans, est-ce que j'ai entendu sur des réseaux de journalistes français très sérieux qu'il y avait beaucoup de fake news, la mésinformation circulait, c'était très compliqué de s'y retrouver. Vous deux, vous êtes très très bien informés. Pourquoi est-ce que ce conflit et en tout cas cette zone-là est si difficile à comprendre et aujourd'hui à suivre? Mady et François. Moi, je pourrais dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la parole du vainqueur contre celle du vaincu. Les images qui circulent, il faut quand même qu'on rappelle aux gens que c'est une armée qui est professionnelle, formée, qui défend déjà sous le label Casque Bleu au Mozambique toute une série de populations civiles. Donc ça veut dire que c'est une armée qui reçoit des fonds européens. Il y a quand même l'Union européenne qui soutient cette armée. Là, vous parlez de quelle armée? Rwandaise. Donc ce sont ces militaires qui se battent en fait. Et ces militaires qui sont aguerris dans la formation et dans l'information. Donc la communication aujourd'hui est détenue en fait dans un souci de dire que nous venons libérer les Congolais. Voilà. C'est de la propagande. Nous venons les soutenir, c'est clairement de la propagande. Où en est l'armée congolaise? L'armée congolaise, elle est en pleine déliquescence depuis longtemps. Elle a été créée après les accords de paix en faisant du brassage, comme on dit, c'est-à-dire qu'on y a intégré tous les groupes rebelles à l'armée congolaise, tous les miliciens et tous les militaires rebelles. C'est comme si en 1945, on avait dit qu'il fallait faire une armée européenne avec la SS, l'armée allemande, l'armée italienne et l'armée française et britannique. Donc on a mis tout le monde ensemble, et par exemple, le patron, le chef militaire du M23, Sultan Makenga, a été officier dans l'armée congolaise et puis a déserté pour refaire partir l'offensive du M23. Pour vous donner ce simple exemple. Corneille Nangaa, qui est le patron politique de l'Alliance Fleuve Congo, qui est le bras politique du M23, Corneille Nangaa était président de la commission électorale et c'est lui qui a validé l'élection de Félix Tshisekedi, dont on sait qu'il n'a pas été élu correctement. Et voilà. Donc vous voyez un petit peu comme on est. Et donc les menaces sur les journalistes, elles sont extrêmement importantes. Je reviens à cette question-là. Mais elles sont aussi du côté congolais, puisque maintenant le Conseil supérieur des journalistes et de la communication a dit que toute nouvelle qui pouvait apparaître comme défaitiste pour l'armée congolaise serait sanctionnée, y compris même de mort éventuellement. Ils ne veulent pas Donc montrer tout le qu'ils monde sont a peur. en train de... Alors, l'armée congolaise est en pleine déliquescence, des chaînes de commandement qui ne tiennent pas, un équipement militaire qui n'a pas suivi, des militaires démotivés qui gagnent $100 par mois. Quand ils les gagnent, souvent beaucoup $100 n'ont même pas par mois, alors qu'un salaire. député à Kinshasa gagne $30 000. Donc les soldats congolais, plusieurs confrères congolais et consoeurs congolaises le disent. Pourquoi est-ce que nous nous battrions ici? Pourquoi est-ce que nous mourrions ici sur ce champ de bataille alors que nos politiciens, etc. Et c'est une armée qui est minée aussi par la corruption. Et le problème aussi du président Tshisekedi, c'est qu'il a modifié les commandements militaires 3 fois depuis 6 mois. Comment voulez-vous que cette armée tienne devant... Donc elle est en pleine déliquescence. Et quand aujourd'hui le président Tshisekedi dit qu'il y aura une riposte vigoureuse, je cite les 2 mots qu'il a employés, je me demande bien comment il va pouvoir faire
militaire, alors que l'aéroport de Goma, c'est celui qui accueillait les équipements lourds. L'aéroport de Bukavu, c'est une piste en terre. Je ne vois pas comment on va renforcer la défense de Bukavu, surtout que le Congo lui-même a demandé le départ des casques bleus du Sud Kivu. Ce qui veut dire qu'on va avoir si le M23 et l'armée rwandaise descendent vers Bukavu, ça risque de se faire, et ça risque d'aller très très vite. Et puis ensuite, la population, comme vous disiez tout à l'heure, ils ont tellement... En fait, ils n'en peuvent plus. J'ai le cas d'un papa il fallait fuir. Il est resté chez lui. Parce qu'il s'est dit, mais je suis arrivé ici, je vais encore aller où ? Et donc, ça c'est que cette population est fatiguée. Et ce que nous observons depuis quelques jours, les gomatraciens ressortent encore. Ils ont remis leurs étals devant les maisons, vendre des petites choses, un peu de piment, un peu de maïs ou de haricots. Pour eux, ils essayent de reprendre, de se dire que ça fait des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on connaît que ça, on va continuer, mais continuer vers où ? C'est là où maintenant la question se pose avec acuité. Vous disiez, François, qu'il y a quelques heures, vous avez eu des nouvelles et que le mouvement du M23 avait embarqué plusieurs personnes, populations, pour les remettre dans leur village qu'ils avaient quitté il y a des années de cela. Pourquoi ces actions-là ? Le journaliste du Monde témoigne d'avoir vu de très nombreux jeunes adultes ou adolescents âgés massés sur des camions, et l'officier lui a répondu en anglais « Nous les envoyons dans le Rutshuru ». Et il est très probable que ces jeunes-là, je ne parle pas donc des réfugiés des camps, Zamadi en a parlé, mais ces jeunes-là, il est très probable qu'on va les emmener dans des camps militaires et trier. Ah, c'est ça, oui. Trier, soit en exigeant la soumission et en recrutant, si on sait qu'ils n'ont pas été combattants contre les troupes du M23, mais il est très possible aussi, et je redoute cela, même si ce n'est pas encore avéré, qu'on ait des exécutions sommaires de jeunes qu'on considérera comme des Wazalendo, c'est-à-dire ces fameux miliciens patriotes qui appuyaient l'armée congolaise, et que l'armée congolaise a recruté, ou plutôt a incorporé, si vous voulez, comme force alliée à l'intérieur des forces anti-M23. Pour affaiblir, évidemment, toute riposte. Et les violations de droits de l'homme qui se commettent à l'intérieur des territoires occupés par le M23, là je rejoins Madi, pour moi le but c'est la soumission des populations. Je ne pense pas, contrairement à ce que disent certains Congolais, que le Rwanda veut occuper ou annexer le Kivu, mais il veut le contrôler, parce que c'est un espace économique indispensable pour lui. Parce que, reprenons aussi, donc le Kivu au Congo est dans cette région-là le sous-sol le plus riche. Les pays voisins n'ont absolument pas ce sous-sol-là. Ils veulent leur part de ce sous-sol riche, j'imagine. Il faut bien considérer que l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi sont des pays enclavés d'abord, qui n'ont pas de débouchés maritimes, et ce sont des pays à économie essentiellement agro-pastorale au départ. Et ce sont des pays à très forte densité. Or, le président Tshisekedi a accepté à un certain moment, en discutant avec le président rwandais et avec le président ougandais, a accepté une forme de présence, même économique. Mais je pense que tout ça pourrait se faire si c'est gagnant-gagnant. Et ça pourrait se faire si, effectivement, on respecte l'intégrité territoriale du Congo. Mais à partir du moment où toutes les négociations ont été rompues, à ce moment-là, on part dans des injures. Il y a eu échange d'injures entre les deux présidents. Et puis on part dans le conflit. Comme je vous disais, fight and talk. Et donc, on négocie ou on combat. Mais effectivement, je pense que si on pouvait... C'est une des perspectives, mais ce n'est pas la seule. Si on pouvait négocier un espace économique, une ouverture économique et aussi une ouverture politique à l'intérieur du Congo, notamment vis-à-vis de ces groupes armés, parce que ces groupes armés, là, ils sont à cause de l'État failli. C'est un État criminel, l'État congolais. C'est un État qui s'en prend à ses propres populations et il est marqué par la captation du pouvoir. La captation du pouvoir parce qu'elle permet d'avoir de l'argent. Mais les groupes armés de l'Est du pays, ils font exactement la même chose et ils ont des revendications politiques qu'il faut aussi entendre. Mais là aussi, c'est le périmètre de négociation qui compte. À partir du moment où on dirait on protège les minorités, l'État protège les minorités, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'État peut vous donner un espace politique. Ça a été un moment la perspective pour le M23 de rentrer en politique. Ils avaient signé des accords. Et puis à partir du moment où on part dans une guerre, une confrontation, je pense qu'on
on risque une confrontation très grave parce que on n'est pas seulement dans une guerre entre Congolais, on est dans une guerre entre Congolais, mais il y a déjà des armées étrangères, plusieurs armées étrangères sur le sol congolais. On est déjà dans le début d'une guerre régionale sur le sol congolais, mais il est très possible qu'on débouche, ce serait catastrophique, sur une vraie guerre régionale, parce que les tensions dans la région sont énormes. Le Burundi soutient l'armée congolaise, le Rwanda attaque l'armée congolaise, l'Ouganda étant un allié objectif du Rwanda, mais aussi quand même un concurrent du Rwanda et veille à ses intérêts. Ce n'est pas par hasard que, au moment où le président Tshisekedi a fait des accords avec l'Ouganda, a même permis à l'Ouganda de reconstruire des routes pour l'évacuation commerciale de Goma, parce que des marchandises de Goma partaient vers l'Ouganda, ce n'est pas par hasard qu'à ce moment-là, le M23 a lancé une offensive. Tout ça est assez transparent. Est-ce qu'il est permis d'espérer, François Emadi, sur ces négociations-là, où tant que Tshisekedi sera au pouvoir, il faut oublier cette solution-là et ça peut prendre du temps. Moi, ma crainte, en fait, c'est que ça va faire, depuis cette offensive et la prise de Goma, comparé à ce qui avait été en 2012, c'est que cette fois-ci, on est 10 jours après et il y a pas de fumée blanche. Et c'est ça qui me fait craindre. C'est l'impuissance, en tout cas. L'impuissance, parce que... la non-volonté de... Voilà, il y a vraiment... je vois une évolution de la dénomination du M23 et du Rwanda qui occupe quand même le Nord Kivu. Je vois qu'aujourd'hui, dans certains journaux, on écrit « la force anti-gouvernement de Kinshasa ». Alors qu'au départ, si vous regardez, c'était pas du tout ce qui était dit il y a 2 semaines encore, il y a 3 semaines encore. Donc ça veut dire que moi je crains pour les populations parce que la guerre, je ne cesse de le dire, la guerre a le visage d'une femme avec un enfant sur le dos et elle court. On a fait état de beaucoup d'exécutions sommaires. Certains, donc dans les rues, il y a encore des corps qui s'entassaient. Le CICR en a ramassé quelques-uns, notamment dans le centre-ville, mais dans les quartiers périphériques, il y a encore des choses horribles qui sont là. Et puis ensuite, les femmes ont été violées. Certaines ont été prises à partie. Et donc, ça veut dire que pour nous, les femmes, et pour les enfants, pour nos ados, la situation n'est pas terrible. Donc, ça veut dire que j'ai peur que ça dure, que les différents acteurs ne se trouvent pas autour de la table, parce qu'en tout cas, jusqu'ici, les Nations Unies peinent à pouvoir... Alors, on va terminer avec cette responsabilité des Nations Unies. François, vous vouliez dire... Mais je pense que le président Tshisekedi est dans une impasse sur 3 plans. Il est dans une impasse sur le plan militaire et sécuritaire. Je suis à peu près convaincu, tous les observateurs sont convaincus que l'armée congolaise ne pourra pas reprendre pied si facilement et si vite. Il faudrait une restructuration profonde de l'armée. Ça ne se fait pas en 8 jours. Il est dans une impasse diplomatique parce qu'il a réussi à se mettre à dos pratiquement même ses alliés qui en ont eu assez de certaines promesses et de certaines erreurs. Et là, je pense qu'il faut clairement dire qu'il y a eu des décisions malheureuses et prises par incompétence ou par immobilisme, simplement. Et il est dans une impasse politique, parce qu'il a lancé une bataille pour une révision de la Constitution qui n'a, à part son camp, il n'y a pas d'unité nationale politique autour de son projet pour l'instant. Et comme je vous dis, l'État congolais est lui-même un État non seulement défaillant, mais même criminel. Il faudra un travail énorme pour refaire l'État, que le douanier soit payé, que le policier soit payé, que le militaire soit payé, que le juge soit payé. Comment voulez-vous qu'un douanier qui voit passer un camion vers l'Ouganda avec une cargaison de bois précieux et on lui donne $100, le chauffeur lui donne $100, comment voulez-vous que ce douanier refuse? Mais c'est chaque fois des recettes fiscales qui disparaissent. Or, il y a des cas, on voit par exemple le gouverneur du Sud Kivu, en quelques semaines, a réussi à refaire le cadastre des sites miniers, à récupérer des redevances. Donc il y a des gens courageux, on parlait des journalistes, on parle des activistes des droits de l'homme, il y a un potentiel incroyable et si on veut refaire l'État, il y a moyen. Mais c'est aussi une tâche de très très longue haleine. Quel est notre rôle alors? De soutenir l'Occident, l'Europe, de soutenir ces personnes qui ont encore les moyens, comme le gouverneur du Kivu?
En tout cas, oui, c'est possible de soutenir la société civile. C'est très, très facile de les soutenir, de les accompagner, de leur donner une voix aussi. Parce que comme on parlait tout à l'heure du musulman, leur donner une voix, ça permet qu'ils puissent dénoncer. Parce que moi, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, en tout cas, avec tous les relais que la société civile et même des médias font de ce qui se passe au Nord Kivu, aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il ne sait pas où se trouve Goma. Et il ne sait pas que le coltan, le cobalt, l'or qui sort de cette province alimente justement notre vie. Parce que notre transition énergétique, elle se passera avec quoi ? Le cobalt, il vient d'où ? Le coltan vient d'où ? On doit se poser les bonnes questions en tant que consommateur. Est-ce qu'aujourd'hui, si mon téléphone fonctionne, est-ce que j'ai besoin, si je l'ai acheté il y a 2 ans, j'ai besoin de le changer ? Non, je peux le garder. Que ce soit ma trottinette, que ce soit le bus que j'ai pris pour venir dans vos locaux, il y a toute une série... Toute cette politique des voitures électriques chez nous. Des voitures électriques qu'on doit pouvoir... On ne pense pas évidemment on doit pouvoir s'interroger. Aux incidences et aux conséquences. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que continuons à soutenir. Ce que nous faisons concrètement, c'est que nous alimentons les téléphones de nos bénéficiaires et aussi de certains activistes qui sont encore cachés. Donc on le fait et je crois que si chacun de nous aide à son niveau, je ne dis pas qu'il y aura une grande révolution, c'est pas et au niveau politique, au niveau politique, Madi et François, il y a des interpellations qui ont été faites. La communauté internationale on doit s'attendre à quoi ? On peut s'attendre à quoi ? Mais les États sont des monstres froids. Et jusqu'ici, on a plutôt favorisé la stabilité. Madi disait tout à l'heure, effectivement, le Rwanda est un facteur de stabilité dans d'autres pays d'Afrique, puisqu'on rémunère l'armée rwandaise au Mozambique, en Centrafrique, pour pouvoir maintenir... Bref, c'est un partenaire qui a l'air fiable. Je pense que jusqu'ici, les condamnations par rapport à ce que le M23 et l'armée rwandaise ont fait au Nord Kivu, les condamnations sont morales. Le seul qui a pris la parole tout récemment, hier je crois, c'est un ministre britannique, le ministre des Affaires étrangères, qui a dit, attention, nous donnons $1 milliard par an au Rwanda, nous pourrions mettre ça en question. Donc en fait, pour la première fois, et les Allemands ont un tout petit peu pris cette position, pour la première fois, on parle éventuellement de vraies sanctions et pas seulement de paroles. Et puis, oui, pardon. Non, allez-y. Et puis, je pense qu'il y a effectivement tout un problème du côté des minerais que le Rwanda exporte et qui viennent en réalité, que l'Ouganda exporte, qui viennent en réalité du Congo. Je crois qu'il y a tout un problème, non seulement dans notre modèle économique, mais aussi de traçabilité des minerais. Les minerais, on a parlé des diamants du sang à l'époque, je pense qu'on peut parler du cobalt et du coltan du sang, et de l'or du sang. Je pense aussi que il faut absolument soutenir effectivement les forces qui pourraient permettre de constituer un véritable État congolais, un État, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans État de droit, et il n'y a pas d'État de droit s'il n'y a pas d'État. Oui, il faut sanctionner le Rwanda, mais sanctionner aussi le gouvernement de Tshisekedi et peut-être en soutenir un autre, ou une construction d'État. Soutenir un autre ne serait peut-être pas le propos, je pourrais dire, parce que ce serait plutôt de dire que sans justice, il n'est pas possible qu'on puisse se développer. Il n'y a pas de développement possible sans la justice. Et cette justice-là, elle doit pouvoir être rétributive. Donc aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons un problème certain, nous avons un problème sérieux. Et donc, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vivent dans l'angoisse et la peur. Ça veut dire qu'on doit pouvoir, au départ, d'abord les soutenir les activistes et toute cette population qui est là. Comme l'a rappelé François, l'armée ne va pas être restructurée en 5 ans, malheureusement. Il faut aller à l'urgence. Voilà, il faut vraiment aller à l'urgence. Et l'urgence, c'est déjà ce que les gens oublient. Nous avons une épidémie d'Mpox, en fait, au Nord Kivu, en plus. Donc, il y a tout un défi sanitaire qui est déjà là, avec le choléra et la rougeole qu'il y avait dans les camps. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. Figurez-vous qu'on a coupé l'eau depuis le 24 janvier. Donc, il n'y a pas d'eau. Donc, même les CICR, MSF, etc., ils acheminent des corps et ils essayent d'aider. Et ils ne savent même pas faire d'amputation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a eu des bombardements. Et on entend les responsables de MSF et même de CICR dire que même les amputations, ils ne savent pas pouvoir le faire. Leurs réserves stratégiques ont été pillées. Et puis ensuite, même opérer les gens. Il n'y a pas d'anesthésie. Je ne sais pas si... Donc, ça se fait que la structure, en tout cas, nous espérons. Donc, la première chose, un cessez-le-feu, bien sûr.
que ces forces se retirent, bon, c'est utopique, mais disons-le quand même, et puis surtout qu'il y ait un pont aérien, un pont humanitaire, pour permettre à vous, moi, l'Europe aussi, parce que c'est de leur responsabilité, de pouvoir acheminer de l'aide. On va vous aider, alors on en arrive à la fin de cette émission, on a déjà un petit peu dépassé. Oui, merci justement, comment vous aider, Madi? Un numéro de compte? Oui, tout à fait. Que nous mettrons sur notre site internet aussi. Oui, comme ça, toute personne qui va pouvoir... vous savez, il y a des gens qui me disent « Ah oui, j'ai pas d'argent. » Non. Si vous avez 5 €, 10 €... numéro de compte qu'on va relayer. Et alors, sur le site internet de la... Le site internet, et je vous communique tous les détails, comme ça pourra figurer... oh mon Dieu, même moi je... F-E-D-E. Oui, voilà, A-F-E-D-E. Et ils le tapent juste, que ce soit Facebook, Instagram, ils l'ont directement. Et Centre d'Action Laïque. Et le numéro de téléphone est accessible. Ils peuvent à tout moment pouvoir nous joindre. Merci beaucoup. Merci déjà. Merci beaucoup. Merci François Reikmans. Merci d'avoir été là pour nous éclairer. Merci à vous d'avoir choisi de nous écouter ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci.